J'ai un grand nez, j'ai des grands pieds et pourtant j'ai toujours eu une petite voiture. Attends, ça enregistre. Alors, Mad Max, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était sympa au début, dur au milieu, bien à la fin. Voilà à peu près mon ressenti. On va en dire un samedi soir. Voilà. Somewhere on the abandoned highways of tomorrow. People don't believe in heroes anymore. They've pushed him too far. We're gonna give them back their heroes. Mad Max. Pray that he's out there. Somewhere. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro, le premier des spoils du culte, avec Karim. Oui, c'est moi, salut à tous, et en compagnie de Julien. Bonjour à tous. Ça fait très formaté. Ça fait... Bonjour à toi en plus, Ouais, hein, parce oui, qu'on s'était c'est pas... vrai, c'est vrai. C'est pas comme si on s'était pas vu depuis toute la journée pas en fait. pas du tout. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier épisode pour parler de Mad Max de 1979, réalisé par George Miller. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, je partais avec un a priori parce qu'il est vieux et je l'avais pas vu. Moi j'avais vu que le 2 et Fury Road, mais ça reste un souvenir d'enfance comme un peu tu sais les vieux films qu'on a vus, genre Waterworld, ça t'a marqué mais t'as pas de souvenir. Il y a un truc qui m'a fait marrer dans ce film, c'est le niveau de maîtrise des deux roues. Pourquoi? Les mecs, et t'as l'impression qu'ils viennent juste d'avoir leur permis moto, ils ont tout le temps les pieds, même quand ils ont bien démarré et qu'ils sont à 50 km/h, ils ont tout le temps les deux pieds décollés. J'ai pas du tout fait gaffe. Et ça m'a fait marrer mais tout le long. On est à deux doigts des roulettes. Ah oui, pour des deux pour les roulettes vélos, sur l'arrière. On va te descendre, toi! T'as remarqué qu'il y a des effets de montage dégueulasses. Il y a le plan du conducteur avec ses yeux exorbités. Ça, c'est à la fin. Non, il y est aussi au début. Au début aussi. Ah putain, moi Non. je l'ai noté que En à gros, la il y fin a avec deux le... grosses scènes de crash, une au début, une à la fin. Et à chaque fois, il met des plans de Ouais, personnages avec mais les j'ai yeux jamais- exorbités. C'est- un Alors moi j'ai stylage rigolé, triste, je l'ai repassé 5 fois au moins. C'était J'étais mort. super drôle. J'étais mort de rire. Mais C'était très drôle. c'est les prémices de Ken le survivant ça. Tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort avec la Mais tête qui explose. On ne sait pas encore à quel point cette série est Parce liée que à Ken le survivant. Non mais franchement, allez voir cette scène, allez voir le passage où les yeux grossissent quoi. Mais On a juste- vraiment juste l'impression que... le plan est moche. Et Absurde. il est court et pourtant il est déjà trop long. La ferme! Le film se voulait quand même un peu un film de genre. Et puis à l'époque, en Australie, il y avait peu de films comme ça. On peut pas leur en vouloir de tenter un truc, c'est juste que en comparaison de ce qui se faisait à l'époque et ailleurs, c'est pas forcément folichon. Maintenant, pour le public australien, et je pense que c'était l'intention de base du réalisateur, il souhaitait pas forcément faire plus que ça. Ben c'était bien déjà. Il s'était mis un challenge, il avait abouti à un challenge, bien. On est de nouveau dans le coup maintenant. Précision, moi j'ai vu en VO et Julien l'a vu en VF. Ouais. Du coup, il y a des petits noms, genre Goose et le gorille, tu vois, il y a des... Goose, c'est une oie. Alors qu'il s'appelle le gorille en français. Oui. Mais il ressemble ni à une oie ni à un gorille. Ouais, J'ai ni pas l'un ni compris l'autre, le je sais truc. Enfin bref, on m'appelle Jim le gorille. Commençons le résumé. Ouais. Ça commence comment? Bah ça commence Fast and Furious. Ça commence sur une une longue course-poursuite où il y a un criminel qui a volé une voiture de police et Qui se fait surnommer d'ores et déjà, parce qu'il les troll à la radio, il dit Oui, je c'est suis vrai. l'aigle de la route. Moi, je suis né à volant! Entre les mains et un accélérateur collé aux pieds! Je suis l'aigle de la route! En fait, il est surnommé l'aigle de la route, mais parce qu'il fait partie d'un gang qui se surnomme les aigles de la route. Ouais, le type il est dans une voiture de police et il y a une autre voiture de police qui tente de la rattraper, de l'arrêter quoi. Les premiers flics qu'on voit, c'est la paire de flics nuls, et après il y a l'autre bagnole avec les deux beaux gosses lambda. Ah oui, c'est ceux qui sont déjà en poursuite. Eux, ils sont déjà en poursuite. Eux, ils sont déjà les en deux poursuite. flics nuls, ils sont sur le bord de la route. Il y en a un qui est en train d'utiliser les lunettes de son flingue pour Ouais. regarder un couple en train de baiser dans les prés. Ouais. Qui servent à rien en fait les deux là. Non, en fait, ils sont là pour représenter la justice, sauf que la justice c'est pas ouf. C'est une justice en cuir, hein. Ils sont même pas tous habillés en cuir en vrai. Ils ont eu que des budgets pour les deux héros. Il y a que Mel Gibson et celui Goose. qui fait le gorille Ouais. qui ont un vrai cuir. Les autres c'est du synthétique. C'est du
synthétique, les fringues déchirées à force de tourner, etc. Les deux bouffons là, ils intègrent la course-poursuite, ils se font mettre minables, et après du coup le gros lard il sort et il fait ouais vas-y dégage, moi je conduis mieux que toi, et hop on continue. Et là arrive Goose qui est en train de bouffer. Il était tranquille en train de becter. Ouais, bouffer au dîner là, je sais pas quoi. Il entend la sirène et il y a 2 remorques qui partent. Et lui, il monte sur sa moto, il tente de rattraper l'aigle de la route. Il y a les 2 bouffons, Il y a le van. D'abord, il percute un van bleu. Donc, à nouveau, les 2 débiles, ils sont sur la touche. Ils arrivent quand même à repartir, mais on sait que la prochaine, c'est fatal. Ouais. Commence à flipper. On l'aura pas. On est hors course, non? La ferme. T'es malade, on peut pas repartir avec ça? Mais si, on va repartir, et puis tout de suite. On est dans les concours de la ville. Mais arrête, t'es dingue ou quoi? Il y a le gamin sur la route. En même temps, il y a un mec qui fait une manœuvre avec sa caravane, sorti de nulle part. L'aigle de la route arrive à passer, mais les autres, soit ils évitent le gamin, ils se prennent un fossé, l'autre il évite le gamin, il se retrouve dans la caravane. Les 2 bagnoles HS, et Goose, je crois, il arrive là-dessus, et comme il y a du bordel un peu partout, il glisse, et c'est là où il appelle son pote, Max. Hey Max. Max. J'écoute. Hors course. Max Karakanski, je sais pas quoi. Rokatanski. Rokatanski. Un bon petit nom. Et c'est Rock R-O-C-K, hein. C'est du rock. Ouais. Lui, pendant ce temps-là, il les entendait à la radio, parce qu'en gros, l'aigle de la route, il les provoque, etc., à la radio en disant « Ouais, bande de sales flics, je suis l'aigle de la route et tout, vous me choperez pas. Les flics, ils disent « Mais on va le choper !» Et ils s'engrainent les uns les autres. Max, il répond pas. Lui, il écoute. Poker face. Poker face. Les plans le montrent autour de sa bagnole, mais on voit jamais son visage encore. Et c'est là où, de par le paysage, on pense vraiment à un espèce de cow-boy de la route. C'est aussi pour ça, hein, le cuir, etc. On est dans cette évocation-là. Il est en train de bricoler dans sa bagnole. Il est en train de s'occuper de son cheval. Quelque part, il est en train de donner du picotin à son cheval. Du coup, il est en train de nettoyer ses mains. On voit toujours pas son visage. On entend « Max, on a besoin de toi ». Et là-dessus, il met ses lunettes. Il démarre sa bagnole. D'ailleurs, c'est dommage, il les remet plus après ça. Ouais. C'est son chapeau, quoi. Oui, c'est ça. C'est dommage. Et du coup, lui, il est tout seul. Hein. Par contre, il y avait 2 bagnoles avec 4 flics. Lui, il a sa bagnole tout seul. Attention, il a le Interceptor. Le Interceptor. Et tu as vu le nom de la police? C'est MFP. Ouais. Je sais plus, c'est Main Force Patrol, un truc comme ça. Moi, je croyais que c'était la motherfucking police. D'accord. On s'attarde peut-être même un peu trop dans la mise en scène. Dans la mise en scène de Max là. Entre je remets ma veste, je mets mes gants, je mets mes lunettes. J'attends en regardant, tu vois, un peu mon regardant l'horizon, comme si tu saisissais le mouvement du brin d'herbe qui va te dire que c'est le moment. T'as l'impression il faut qu'il se mette dans un... Il y a un délire un peu chamanique. Voilà, il sent la vibration. Il appelle ses super pouvoirs et puis il va y aller, tu vois. Du coup, il le reprend en chasse. Il tape son sprint face à face, donc on se regarde les yeux dans les yeux. L'autre, il esquive et ça lui file un gros coup au moral. Ouais. Et du coup, là, il se met à chialer, il se met à déprimer et il commence à douter. Il n'a pas encore lâché prise, mais c'est le début de... C'est là où il dit en plus, c'est le début de la fin. Voilà. On s'en sortira pas. Foutu pour nous. Tout est foutu. Alors, il y a un accident. Il essaie d'éviter l'accident. Max y arrive, lui non. Et du coup, Max va porter la réputation d'avoir buté l'aigle de la route. Ouais. En vrai, c'est l'aigle de la route qui menait cette course-poursuite à sa perte. Il s'est autodétruit. Il rentre chez lui, on sait pas que c'est chez lui. Il est assis à un comptoir. Tu sais, moi je regardais ça d'un œil pas très attentif, tu vois. Et du coup, moi je me dis, il est dans un bar. Et j'entends le saxo, je vois une meuf habillée en... juste une chemise, je crois, en plus elle avait une robe ou juste une chemise, un truc comme ça. Et elle fait du sax et tout. Je me dis, ok. Et la scène d'après, il se réveille et c'est sa femme. Et en fait, il était chez lui et sa femme, elle lui a fait un concert de saxophone pour qu'il décompresse de la course-poursuite, quoi. Et en fait, en soi, l'idée du saxophone, ça m'a pas choqué. C'est juste que, en y repensant, tu te dis,
Ouais, c'est faire du sexo, je suis content pour elle, mais Ouais. en soi, ça ramène quoi? C'est même pas cette scène qui te fait dire bon, le mec est un fou furieux sur la route, mais chez lui, c'est un vrai père de famille, tu vois. Juste, il est présent. Ouais, il C'est est là. une belle paire d'oreilles. Voilà. Voilà, il écoute, hein, sa femme. Et elle est inutile. Est-ce que le saxo, c'était une métaphore pour... bref, j'allais dire un truc Ah misogyne. oui. Bah un peu genre, chérie, joue-moi du saxo, j'ai une J'ai une dure journée. Non, mais c'est genre, oui, parle-moi de ta journée. C'est vrai. Comment le mettre en image, tu vois? Réalisation. Le lendemain, Oui. bah, il faut qu'il retourne au boulot. Ouais. Tu sais pas pourquoi ça l'a fait chier. Ouais, elle tire la gueule et tire Elle la tire la tronche. gueule de- Mais de toujours ouf. avec aucune subtilité, aucune... Non. La scène, c'est littéralement Max qui met son cuir, la meuf qui fait la grimace, elle lui dit casse-toi. Allez, tire-toi. Il sort, et non, parce qu'il s'aime. Ouais. Donc elle sort dehors, elle lui dit je suis fou de toi en langage des signes. Oh! C'est raté parce qu'elle lui explique la blague derrière. Ah oui, en plus, ouais. Du coup, Ah oui, du coup, ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est nul. quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle pas le langage des signes, moi. Quoi? Ça veut dire quoi? Que je t'aime, idiot. On sait très bien que c'est un truc qui va revenir plus tard. Donc voilà, oui. c'est posé là, il faut Oui. l'expliquer. En vrai, elle se retrouve obligée de l'expliquer à Max, mais parce que c'est pour le spectateur. Mais du coup, ça fait passer Max pour un gros con. Mais du coup, Max, il va au taf. Ouais, tout de suite après, bim. Et Goose, il est handicapé. Je crois que c'est le seul motard professionnel. Hein. Parce que Goose, il arrive le pied dans le plâtre. Et on Non, dirait- il arrive avec un pied, mais son pied dans le plâtre, il est genre à l'horizontale, mais il vient en moto. Ouais, ah oui, pardon, mais il vient en moto. Il est sur Il sa est moto en avec, moto genre, avec un plâtre à l'horizontale. legit, mi-cuisse, mi-jambe, tu vois. Et il arrive en moto tranquille et il descend de sa moto et il sort les béquilles. Dr House plus, tu vois. T'as envie de lui dire, non mais si t'es plus à l'aise, reste en moto. Mais grave, grave, rentre dans le bureau en moto. Ouais, ils vont dans le garage et il y a le mécano. Pourquoi un teubé? Parce que, alors je sais pas comment c'est en VF. En anglais, c'est genre, viens Mac, il y a une putain de voiture à te montrer. Il y a un peu de ça. Du coup, Un petit côté scientifique. oui, voilà. Et comment t'as fait pour assembler tout ça? Et tout ça, c'est un peu le hasard, en fait. Une pièce ramassée ici, une pièce piquée ailleurs. Il te montre la putain de voiture et Max, parce que Max il est comme un gosse, tu vois, pour lui ça va être son nouveau jouet quoi. Ouais. Il est à fond. On sent qu'il aime bien conduire. Hein. Du coup, il est content. Il se dit, on va la tester. Pendant ce temps-là, il y a le chef qui ressemble à un personnage de Full Metal Alchemist. On va l'appeler Armstrong d'ailleurs. Ouais, appelons-le hamster. Appelons-le Armstrong. Il y a le chef Armstrong qui est en train de discuter avec un mec lambda qu'on reverra pas non plus, qui s'apprête à aller faire du kendo. T'as l'impression que c'est le préfet de police qui dit bon les gars, moi j'ai kendo à 17h. Après, je vais au golf. Armstrong, je te laisse les clés, tu tiens la baraque. C'est ça. Ils sont en train de regarder Max envisager de conduire cette putain de bagnole, etc. En gros, c'est un cadeau pour lui, sauf qu'ils lui ont pas dit, parce que Max, c'est quand même le meilleur des flics. Tu sens qu'ils ont peur qu'il parte. Ton meilleur pilote veut nous filer sa démission et on est obligé de la pâter avec un sucre d'orge. Une des seules scènes de nuit, ils se sont sentis obligés de rappeler qu'il faut un enjeu. Il y a une bagnole qui est sur le bord de la route, les flics sont là, les pompiers sont là, et il y a son chef Armstrong qui lui dit « Au fait, il semblerait que les aigles de la route veulent ta peau parce qu'ils considèrent que c'est toi qui as buté leur chef. » Et qu'est-ce que Max il dit? Il dit un truc du genre « Eh ben moi je vais les avoir. Ah » Ouais, super. Eh ben, je les ajouterai à mon tableau de chasse. Bravo, Max, c'est bien. Et pour la scène suivante, on a un village, une espèce de ville perdue avec une grande rue centrale. On est d'accord que ça ressemble un peu à une ville de western, avec des cavaliers modernes sur leurs motos, une horde sauvage. Ils font les couillons, ils font du bruit, hein, le bruit et l'odeur. Les gens, ils ont peur. Ils arrivent devant ce qui devrait être le saloon. Mais Oui, c'est genre une épicerie clairement. miteuse, tu vois. Clairement. Ils font tous un demi-tour et un marche arrière, top synchro. Les mecs sont pas capables de mettre les pieds sur leur moto au bout de 100 mètres de démarrage, mais ce stationnement-là, ils l'ont fait mais Alors, au poil. Il y a une info, c'est qu'en plus là, ils sont une vingtaine. Ils ont demandé à un gang de jouer. Avec leur vraie moto à eux. Avec leur vraie moto à eux, plus les cinq comédiens et leur moto de la production. En vrai, ils viennent dans la ville pour récupérer le cadavre de leurs potes. Bah, parlons du chef de la horde alors. Ouais. Toe cutter, je sais pas comment on peut le traduire. Le coupeur d'orteil. Ouais, le coupeur d'orteil. Et donc il a deux généraux. Donc il y a Boba qui s'écrit BU2BA. Ah, c'est Bubba. Ouais, c'est Buba, mais il dit Boba.
il y a du sale boulot, c'est lui qu'on envoie. Ouais. Et l'autre, c'est Johnny Boy, un petit con, Un petit con un peu foufou qui est content de son petit pouvoir sur les autres, sa petite domination. et qui a un fort penchant pour la drogue. Oui. Et puis il aime bien les mannequins. Il aime bien... Ah oui, putain. Ah merde, c'est vrai. Ils agressent un mec très gratuitement pour récupérer le cadavre. J'ai pas bien compris qui c'était, mais en tout cas très vite il se fait mettre un petit coup de pression, juste gratos, comme ça. Après, en fait, il y a un couple. Ah ça y est, je me souviens. Tu te rappelles? Ouais. Les motards ils agressent un gars et ils l'accrochent à une moto et ils le tirent le long de la rue. Ça fait flipper le couple. Le couple a failli accrocher Toe-Cutter, Ouais. se barre. Du coup quoi, Toe-Cutter a envie de leur faire la tête au carré. Ah, il est pas content. Hein. Il est pas content. Ah, il est pas content. Ils vont le course-poursuivre. Mais ils y vont en petit comité. Ouais, ils sont combien, 4-5 5, ouais, je crois. Ouais, un cinq. truc comme ça. Ouais. Histoire de montrer qui c'est qui domine. Donc il les rattrape, il met un coup de couteau hache, le mec flippe et je crois qu'il sort de la route ou un truc comme ça. Et ça pète la voiture. Et ça pète la voiture, ça fait des coups de flip, ça tire le mec par la fenêtre, etc. La meuf, je sais pas si on voit tout de suite, s'il se passe quelque chose Ils tout la de suite. sortent de la voiture et Ok. bah Et je on pense verra qu'ils ce qui vont- s'est passé après. Et donc, le couple, ça va mal. Et qui c'est qu'on appelle? On appelle la police. Rogatinski, j'écoute. On nous rapporte un incident sur Jérusalem Road, des motards. D'accord, s'en occupe tout de suite. Il y a Max qui fait équipe avec le gorille. Le gorille, il a repris la route, mais il a plus de moto. Mais c'est quand même bizarre parce que le mec même dans un plâtre il fait de la moto, Oui. mais pour travailler il fait pas de la moto. Non, mais c'est interdit. C'est pour son loisir qu'il fait de la moto en plâtre. Je suis de la police. Ils arrivent sur la scène du crime. Et le crime, quel est-il? Pour moi c'est un viol. Ils ont violé le gars et la meuf. Moi. pour moi ils ont violé les deux. Ouais, je te jure. D'accord. Le mec aussi. Le mec il est à poil. Oui, c'est vrai. le Ça- cul à non, c'est l'air, vrai, c'est vrai. Et puis il y en a un qui il est encore un peu là en spectateur. Ouais. Ses potes sont barrés, mais. Ben, il s'est un peu torché la gueule quand même. Oui, c'est vrai. Ben, qu'il on s'en a est dit mis qu'il avait bien une fort. certaine addiction. On retrouve notre pote Johnny Boy qui se tape des barres tout seul. Oui, et s'il est sur une petite descente. Voilà. Donc du coup, il est interpellé par, Oui. par les deux. Par les forces de l'ordre, par la maréchaussée. Mais on sent que Goose aime être la figure protectrice Ah. de ces gentes dames et qu'il a un peu la dalle aussi. Goose, tu crois qu'il s'intéresse aux dommages collatéraux, mais il en a rien à péter du mec. Hein. Il va ramasser la fille et puis le mec, on sait pas ce qui lui arrive quand même. Il s'intéresse plus à la meuf, soit. Mais derrière, il y a aussi cette idée, parce qu'on va le voir à la scène juste après, c'est que... Ouais, mais il y a que la meuf qui le chagrine quand même. Le mec, il s'est fait sodomiser à blanc. Ah oui, Il en a oui, rien à non, foutre, d'accord, tu vois. d'accord. C'est dans ce sens-là que... Entre Hein une meuf et un mec qui se fait violer, Voilà, tu la vois. meuf, c'est plus important il à a de sauver. l'empathie pour la meuf, mais le mec, Est-ce qu'on peut est- crever, quoi. Est-ce qu'on est en train de donner notre avis et de passer pour des connards? Peut-être, Peut-être. mais on reste dans l'analyse filmique. Pas d'autres détails? Et donc vient la scène suivante, justement, dont on parlait. Le tribunal / commissariat, Voilà. où en fait, En fait, il y a un avocat et, Oui. et son pote qui arrive. et en fait, ils sont en train de venir récupérer le suspect, Johnny Boy, parce que en fait, personne n'est venu porter plainte. Ni le monsieur, ni la madame, ni le mec qui s'est fait traîner en moto. Je pense qu'il est mort, lui. C'est possible, personne n'a porté plainte, on est obligé de laisser partir Johnny Boy. Et là, Gorille, alias Goose, Ouais, Goose, il Oh, il est pète pas un content. câble. ah, il est pas content. Parce que là, on est en train de piétiner ses valeurs. Les valeurs qu'il essaie de défendre tous les jours, de 8h. Le gars, il est possédé. Mais je te dis qu'on est mais pourquoi piégé. personne n'est venu t'aider avec moi, Ça ne non? suffit Il n'y a pas. pas eu de plainte de déposer, donc on ne peut le retenir. Mais vous êtes dingue! On va laisser cette ordure sortir d'ici, Fifi! C'est pourtant ce que vous allez faire. Mais la ferme, je te défonce la gueule! Charlie, on n'y peut rien! Mais laissez-moi! Et puis finalement, Johnny Boy part quand même. C'est là où Johnny Boy, en partant, il les insulte en anglais, parce que ça, je l'ai vu dans une bande-annonce. Il les insulte de bronze. Browns, comme si c'était une espèce de sale flicard, quoi. Un de ces quatre gorilles. Oh, et merci pour tout. Après que Johnny Boy se soit fait sortir par les avocats, il retrouve ses copains, c'est là où il sort avec un mannequin, c'est là où il y a le petit jeu de pression de Toe-Cutter qui a envie de rappeler qui c'est le chef. Je sais pas pourquoi il a mis un petit coup de pression sur le mannequin de manière un peu détournée pour pas grand chose, en mode si ça se trouve tu nous abalances, etc. Donc j'ai un œil sur toi, fais gaffe à ton cul. En plus, tu captes même pas qu'ils sont dans l'eau quand il lui dit ça. Et d'un coup, j'entends, tu sais, l'eau qui bouge, tu vois. Flic-floc. Ouais, flic-floc.
Et je vois les mecs, en fait, ils sont en train de marcher, ils sont en train de s'engouffrer dans l'eau, dans la mer, tu vois. Mais et t'es épouse habillée. Et ouais, l'autre toqueter là, il est rentré, mais avec sa combi. C'est comme ça qu'on fait dans le futur. Bah ouais. Ah, c'est pas simple à mettre au point. Ah bah encore une scène inutile. Nightclub, les flics kiffent, ils sont en train de se relaxer, tu vois. Sur le parking, ça fric-frac autour des bagnoles de flics. Le gorille, il s'est chopé la chanteuse du nightclub. Le matin, il se casse. Sa moto se bloque, il tombe. C'est beaucoup d'événements pour pas grand chose. Hein. Et il tombe dans les hautes herbes. La seule conséquence, c'est sa moto qui marche pas. Tout ça pour ça, il a niqué dès le début. Du coup, il appelle un pote qui lui ramène une espèce de pick-up pour mettre sa moto dedans. Et il se barre avec sa moto et le pick-up de son pote. Merci, allez, salut. Mais c'est pas ce que tu crois? Donc après, il passe avec son pick-up et il y a un mec qui lui jette un gros truc en métal, j'ai pas compris ce que c'était. Bah c'est Johnny Boy, il lui jette un truc en métal. C'est-à-dire que la bagnole arrive de loin, en fait c'était un guet-apens. Ouais. Et le gars, il avait prévu le truc, il prend un enjoliveur pour le lancer à distance pour qu'il tombe et qu'il percute le pare-brise pile au bon moment. L'autre il est perturbé, il sort de la route, donc moto, camionnette in the fossé. Ouais, il fait des tonneaux. Il est pas bien, il se retrouve la tête à l'envers. Et là-dessus, les mecs, ils décident de le cramer. En gros, Toqueter, il lui dit, est-ce que t'as du feu? Johnny Boy sort des allumettes, il lui allume sa clope, Toqueter, il le regarde, il fait... Enfin, dans son regard, t'as l'impression, mais t'as pas compris ce que je veux dire. Et pendant ce temps, il y a de plus en plus de carburant qui coule sur Goose. Et là, Toqueter, il lui dit, non, c'est pas pour ça que je t'ai demandé du feu, tu vois. Et il ressort une allumette, il la rallume. Et pendant que l'allumette se consume dans sa main, et le mec il part dans un monologue genre il faut que tu le fasses. Enfin je me rappelle plus du monologue, mais en gros il le met face à ses responsabilités parce que c'est lui qui a commencé tout ça alors qu'il a rien commencé. Mais on comprend aussi un peu que Toqueter a ce petit talent de manipulation. Oui, très mal joué mais oui. Oui. Il finit par jeter l'allumette et donc il crame Goose. Gorille cramé, hein, ça sent le poil brûlé. Hein. Ouais. Regarde ce braque, il a l'air d'un guignol comme ça à l'envers. Fais-le pour la liberté et les aigles de la route. Je peux pas. Allez, tas de merde, jette-la. J'ai dit jette-la. S'ensuit une scène dramatique à l'hôpital. T'as Max qui arrive. Alors Max par contre il arrive en dernier, Ouais. il passe en premier. Ouais, parce que tous les autres l'ont Ils ont peut-être eu le temps de déjà passer, etc. Parce qu'ils sont quand même bien... Mais ils se renseignent pas. Et vas-y, il est là, je rentre. Ouais. Et ils sont là, J'ai non, pas peur. rentre pas. J'ai pas peur. Et il rentre. Il rentre dans la chambre, donc il voit un lit avec une armature et une silhouette sous cette armature. Caché sous un drap. Caché sous un drap et on voit une silhouette en dessous. Donc on devine que c'est Goose. Yep. Forcément, il a cramé, donc faut pas que les draps collent à sa peau. Il essaye de soulever le drap et là il y a un bras qui tombe et il est complètement cramé. J'ai l'impression que le mec du maquillage ne sait pas ce que c'est qu'une brûlure au 3e degré. Non, il a juste cramé les bouchons, il Voilà. lui a fait des dessins avec dessus. Je sais pas si t'as vu, à un moment donné, il y a genre un trou béant comme ça. Ouais, mais en fait, sa main. on dirait une purée de cornflakes qu'on aurait fait sécher habilement, tu vois. Ouais. C'est pas ouf. En tout cas, c'était un peu mal fait. Et là, grande stupeur de la part de Max, il comprend... Et puis un magnifique plan serré sur ses yeux avec un effet de lumière. Genre, dans la pièce, ça sent le drame. Hein. La lumière est très over-dramatique. Et puis, du coup, quand ça se rapproche que ses des yeux, en plus, je crois. Oui, à un moment, ça se resserre que sur ses yeux. La grosse stupeur. Et il ressort en trombe aussi vite qu'il est rentré. Il sort, il claque la porte et il se barre. Ouais, c'est ça. Ouais. Il repart, choqué. On le voit chez lui, avec sa femme. Il se réveille en pleine nuit. Oui, le cauchemar. Ouais. Et il se réveille et il y a un ray de lumière qui se colle pile sur ses yeux. Et encore un zoom sur ses yeux. Ce qu'il a vu, il ne peut pas le dévoir. C'est peut-être tout simplement que le type était trop nerveux. Et du coup, tu sens que ça a imprimé sa rétine, ça a imprimé sa conscience. Ah là là. Et du coup, Mel le fragile. Enfin, moi j'ai mis Mel, mais c'est Max, pardon. Ouais. Max le fragile. À un moment, il va dehors, il essaie de se ressourcer. Oui, il va dehors, c'est leur petite chaise, il fait son démo devant la mer là. Ouais. Et le matin, sa femme, elle le rejoint. Elle le rejoint. Mais c'est là où il prend conscience qu'il va pas bien. Ouais. En fait, c'est là où je pense que le réalisateur avait pour intention de signaler que le mec est limite, il voit que le monde est fou, il voit qu'il faut être aussi fou que les fous pour les arrêter, et que c'est là où se trouve sa limite parce que peut-être qu'il ne pourra pas revenir.
Ça, je pense que c'est l'intention du réalisateur. À ce moment-là. T'es allé encore plus loin que moi dans le raisonnement. Moi, ce que je me suis dit, c'est il est arrivé, il a vu Goose, un être cher, être dans un sale état parce qu'il fait un métier dangereux. Il a une femme et un enfant. Le réalisateur, il voulait, avant que le mec sombre et devienne fou, il lui fallait un déclencheur et qu'il fallait le ramener à son humanité parce que jusqu'à présent, on le présente comme une machine, franchement, au boulot. Pour moi, c'est juste, on le ramène un petit peu dans le monde des vivants, t'es un être humain, t'as un petit cœur, t'as le droit d'avoir peur, t'as le droit de machin, pour qu'ensuite, quand on lui retire tout ça, bah là, il pète un câble. Mais moi, je l'ai compris comme ça. Je l'ai compris comme on rajoute une petite pincée d'humanité parce qu'il faut justifier le passage à la folie de Max. Et du coup, le lendemain, il va poser sa dème à Armstrong, qui est tranquillou dans son petit appartement sardé, en train d'arroser ses petits cactés. Torse nu, avec un petit foulard. Ah, yeah. Oh, putain. Attention, le petit foulard et son bas en cuir, par contre. Ouais, bah, bien sûr. Synthétique. Un magnifique pantalon en cuir. Donc ouais, il est là en train d'arroser ses plantes et... Il se joue un petit peu de Max parce que du coup, il le laisse mariner en disant bah, « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Eh ben, c'est madame. Non, mais tu veux rire ou quoi? Attends, t'es le meilleur d'entre nous, Max, tu vas tous nous enterrer et toi tu seras toujours vivant, etc. Il lui joue la viole. Max il dit non, mais c'est trop... Et tu sens qu'il se dit, il a besoin d'autre chose, il a envie d'autre chose, il a envie d'air frais. Il dit clairement, il le regarde dans les yeux, Armstrong, et il lui dit « J'ai peur ». Il a peur de lui-même. Ouais, non. Il lâche pas. Il lâche pas le truc. C'est de lui qu'il a peur. Mais bien sûr. Il dit j'ai peur, mais il a peur de quoi? Il a peur de perdre sa femme et ses enfants. Il a peur qu'il doit perdre sa femme et ses enfants. Tu te tais, j'ai raison. Il n'y aura plus de laisse pour le tenir en laisse. Bah, il lui manque une case. Le chef lui dit va dormir là-dessus, sur cette idée. Tu me poses pas ta dème maintenant. Prends tes vacances. Va te payer du bon temps avec ta famille. Dans un monde post-apocalyptique. Dans un monde apocalyptique, va respirer du bon air vicié. Et puis tu nous reviens requinqué. Il saisit l'opportunité, mais on sent bien qu'il se dit ouais, bon, bah, je la donne pas aujourd'hui, je la donnerai dans 2 semaines, merci, bonsoir. Il part en vacances avec sa fameuse et avec son baby. On dit sa femme, et elle s'appelle Jessie. Tu sais comment il s'appelle son bébé? Sprog. Donc, répète le nom de son enfant. Sprog. S-P-R-O-G. Que what? Sprog. Peut-être le gamin a dit Sprog, il fait ah toi, je vais t'appeler comme un Pokémon, je vais t'appeler Sprog. Donc on part sur un road trip. C'est le moment où, genre c'est le pinacle du bon moment. Ouais. Tu sais que ça ne reviendra jamais à ce niveau. Tu sais que on rentre dans le tunnel des difficultés. Là, c'est la descente aux enfers. Yep. Sur la route, là aussi, un événement rajouté au chausse-pied. Ils ont un pneu de secours à faire réparer. Alors qu'ils ont les 4 pneus qui fonctionnent. Hein. On sait jamais. C'est un monde post-apo. Ah oui, c'est vrai. Non, il faut partir préparé. Tu crèves. Tu crèves. Exactement. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure définition. Dans un monde post-apo, si tu crèves, tu crèves. T'as une merveilleuse philosophie, bonhomme. Du coup, il trouve un garagiste un peu trop gentil. Tu sens qu'il est gentil relou. Il parle. Ouais, mais parce que je peux vous faire ci, je peux vous faire ça, je peux vous faire le lave-glace, etc. Puis tu sens que Mel Gibson, il fait oh là là, il va me courir sur le haricot longtemps, lui, parce qu'il est gentil, mais il est chiant. Sa meuf, elle le voit venir, elle fait bon, moi je vais aller m'acheter une glace. Donc elle prend la bagnole et elle s'en va un petit peu plus loin vers la jetée. Amuse-toi bien. En faisant ses courses, elle croise qui, par hasard, Toe-Cutter, qui traînait par là avec ses copains. Il est d'humeur un petit peu taquine. Il lui léchouille la glace. Est-ce que c'est un symbole de je sais pas quoi? Il tente une technique. Comment on appelle ça? C'est une technique de pick-up artist un petit peu? Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais c'était les années 80, les gars ils tentaient des trucs. Donc du coup elle lui met un coup de genou dans les parties, elle claque la porte, elle s'en va tambour battant. Il y a un des gars qui a les lunettes de Lolita, tu sais les lunettes roses. Il attache une chaîne. Il a une chaîne à la main et pendant qu'elle se barre, il jette la chaîne. Et tu vois qu'il se passe quelque chose et que dans le rétro, le gars se roule par terre en se tenant le bras comme ça. Et on comprend pas. Et donc elle récupère Mel au passage. Elle récupère Mel Max. Ouais, Max chez le garagiste. Et il se barre. Donc le garagiste, il... Sans le pneu. Et du coup, le garagiste, il comprend pas. Il dit allez, votre pneu. Encore des dingues. Oh, il y en a vraiment partout. Derrière arrivent Toe-Cutter et Bubba.
qui prennent en chasse. Johnny Boy, il est pas avec eux? Johnny Boy, je crois qu'il était avec eux avant, mais je crois qu'il est pas avec eux devant le garagiste. Et puis là, du coup, il pose la question qui c'était, où est-ce qu'ils vont, etc. Ils vont vers le nord. Indication suffisante pour qu'ils les retrouvent quand même. Hein. Bah les gars, attends, je veux dire, ils ont un index, ils ont une bouche, ils font comme ça, tu sais, au doigt mouillé, je pense qu'ils retrouvent. Hein. Faut pas non plus déconner. Max et Jesse, ils s'arrêtent un petit peu stressés, etc. Et puis ils entendent le chien qui couinasse. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont un kleps, hein, on a oublié de le dire depuis le début. Et c'est important. Il y a Jesse qui va voir derrière. Elle est toute affolée, en fait, elle voit la chaîne avec la main du gars. Oui. Le mec s'est fait arracher la main pendant la provocation, quoi. Donc là, ils appellent un flic qui s'appelle Ziggy. Ah ouais. Qui est le pote. Ouais. On pense que c'est un pote de Max. A priori, ils sont en vacances, mais c'est peut-être un peu chez ses parents, chez ses grands-parents. C'est de la famille des amis, c'est un peu de son terre-terre, mais on sait pas trop comment ni pourquoi, parce qu'on connaît pas les liens entre les personnes. Mais a priori, ils se connaissent. Et donc, ils font la déposition à Ziggy pour la main, on s'est fait agresser quand même, c'est un petit peu chaud. Et là, on les retrouve dans la ferme de leur connaissance, qui est aussi une connaissance à Ziggy, tout le monde se connaît, tout le monde est content. Et là, le seul événement avec une continuité et une cohérence. Enfin? Oui, enfin. Donc ils sont en vacances, ils profitent un peu quand même. T'as Max qui est en train de bidouiller la caisse. On sait pas pourquoi, mais c'est un homme et il aime les voitures. Donc il bidouille la caisse. Jessie arrive, toute fraîche. Elle lui dit, viens, on va à la plage. Il lui dit, non, mais tu sais, la voiture, le ventilo, si tu veux qu'on puisse se barrer, il faut que je travaille ça. Oh bah ok, bah moi j'y vais. Et il lui fait, chérie. Et il lui dit, je suis fou de toi en langage des signes. Ah, Première cohérence. Première réutilisation habile d'un élément qu'on avait rajouté au début. Voilà. Okay. On en est quand même à 1h20 de film. Elle se barre sans son fils, sans son bébé, mais avec son chien. Ah si, avec son chien. Avec son chien. Elle se pose, elle nage, elle profite voilà, de son petit moment. Pure coïncidence, Tocutter et Bubba la retrouvent. Ils sont pas contents. En fait, le chien a disparu. Et je crois qu'elle remonte, mais genre en faisant un détour, en se disant mais le chien il a dû partir par là. Il y a une espèce de forêt entre la plage et la ferme. Oui. Elle remonte la pente, puis c'est là où elle commence à flipper, où elle a ses affaires dans son sac, etc. Et puis elle commence à un moment à se dire ah mais il y a du bruit. Ah oui non, il y a vraiment du bruit. Ah mais non, mais il y a des gens, mais c'est moi qui vise et tout. Elle lâche ses affaires, elle se taille. Et donc elle tape un gros sprint pour rentrer à la maison. Elle remonte quasiment arrivée en haut. Elle voit son chien étripé. Accroché à un arbre. Ouais. Ah, c'est dégueulasse, ça fait peur. Ouais. Et puis tout de suite à côté, elle voit un espèce de gros benet. Oui, encore un autre personnage inutile. Bill ou je sais pas comment il s'appelle, ouais. J'ai pas envie de me souvenir de son nom. Ouais, putain, en gros, c'est le gros benet qui est le fils de la meuf qui habite là. Ouais. Et on l'a jamais vu avant. On sait juste, à un moment, quand elle va à la plage, la vieille lui dit si tu vois Bill, tu lui dis de rentrer. On n'a jamais vu Bill, on n'a même jamais vu la meuf qui est en train de parler de Bill, mais on comprend. De loin, on arrive à faire les liens. Et du coup, est-ce que c'est Bill qui a étripé le chien? Parce que c'est la première personne qu'elle croise à côté du yinche. Bah, si ça se trouve, le chien mort, c'est pas Tocutter et sa bande. Ouais, bah, ce serait marrant. Ce serait super drôle. Ils se sont montés le bourrichon pour rien. Tu sais plus très bien où t'en es. Et donc du coup, elle crie, Mel Gibson se transforme en Forrest Gump, puis court pendant facile un quart d'heure. Parce qu'en fait, elle est choquée. Elle rentre à la maison. En partant, il lui a dit appelez Ziggy parce que quand même c'est la police, c'est mon pote, il va nous aider. Voilà. Et donc mamie, on sait pas ce qu'il fait Bill, mais mamie, elle prend la fille sous son aile, elle lui dit pose-toi là, respire ma chérie, etc. Elle va pour appeler. Il y a une espèce de temps mort où tu vois et tu sens que ça dure trop longtemps. Tu te dis, il va se passer quelque chose. Pendant ce temps mort, Max, il court dans la forêt. Oui, il court dans la forêt. Et Jessie, elle est en train de se reposer toujours un peu choquée. Et d'un coup, il est où Sprog? Ouais. Et donc elle va le chercher parce qu'en fait, elle l'avait laissé sur son petit aire de jeu, un petit tapis à côté de la voiture que bricolait Max. Et il est plus là. Il est plus là, le bébé. Et du coup, elle le cherche partout. Et en fait, c'est Tocutter qui l'a. Ouais, parce que Tocutter, il est venu avec ses potes. Tiens, la voilà. Notre petite maman.
il est là pour lui proposer un troc. Elle réclame son fils, elle lâche pas la grappe. Et il lui dit, on va faire un troc. Tu me rends la main, mon pote il a mal. Tu me rends la main, je te rends ton fils. Et là, il y a mamie qui arrive. Et avec son fusil, elle arrive à calmer 5 mercenaires. Le premier qui remue ou qui respire, j'en fais du gruyère. Je pense que c'est là où ils ont appris une grande leçon. Les haches, ça sert à rien. Les haches, ça sert à rien, c'est les fusils qui servent à quelque chose. Voilà. Parce que jusque-là, eux, ils étaient des badass à l'arme blanche, alors que mamie, avec un tromblon, elle met tout le monde à l'amende. Ah, j'ai horreur des armes à feu. C'est là où je voulais en venir quand j'ai dit que j'étais très déçu par les haches des motards, c'est qu'ils se font mettre minables par une mamie juste sous prétexte qu'elle a un fusil. Mais merci mamie en même temps. Donc elle les enferme dans un genre de dépendance. C'est une espèce de grange, c'est une grange en dur, mais... Elle le ferme avec un verrou, et elle dit à Jessie, allez viens, on se barre, on prend la caisse. Donc ils prennent la caisse, Jessie, la mamie et Sprog, et ils se barrent. Et il laisse a priori l'autre débile. Il est toujours dans la forêt. Il est avec Ah oui, il est parti Max. avec Max. Ah oui, c'est vrai. Donc Max arrive, mais c'est trop tard. Les motards poursuivent le van là, et la voiture lâche. Voilà, Max n'a pas eu le temps de la réparer. Interrompu. Ben oui. Tu vis un grand moment d'extase. Apprécie-le. C'est marrant, là où tu vois une certaine cohérence, moi je vois un habile élément scénaristique rajouté au chausse-pied. T'es sérieux? Bah, dans le sens où il faudrait que la voiture elle lâche, et ben si on disait que Max il faisait un petit peu de bricolage aussi. Je l'admets, c'était peut-être un élément rajouté comme ça, histoire de. Mais c'était bien fait. Les choses qui se sont passées, elles avaient du sens, les unes après les autres. Oui, au final, ça retombe bien sur ses pieds. C'est pas toujours le cas. Alors que Max qui se réveille le matin, Max qui est déjà réveillé avec son cuir sur le dos et la meuf qui fait la gueule, tu sais pas pourquoi, je suis... Ouais, non, au début... Ouais. Tu vois, et là, c'est le seul moment où c'est pas décousu, quoi. On a une vraie continuité, il y a un truc. Et là, bah, moi, j'ai apprécié le film à partir de là. Jessie, mamie et Sprog tombent en panne sur la route. Ouais. Jessie, avec Sprog dans les bras, décide de se casser parce qu'elle a vu qu'il y avait les motards derrière. Les motards, ils s'arrêtent même pas pour mamie, par contre. Mamie, elle est cachée derrière la caisse. Il y a Max qui court derrière, et puis on voit Jessie qui se fait rattraper. Et là, un des plans les plus connus de Mad Max 1, il y a un effet de cinéma qui s'appelle la synecdoque, que du coup on utilise les jouets pour symboliser que les deux personnages tombent. Le ballon s'en va loin, et puis tu vois son petit jouet qui tombe quasiment devant le cadre, et les motos qui pénètrent par les côtés, et puis qui s'en vont au loin devant. Et donc la synecdoque, c'est pour signaler que il s'est passé quelque chose. Tu vois, les deux objets, ce sont les deux âmes que l'on vient de perdre. Max arrive sur ses entrefaites, arrive trop tard, pète un câble, etc. Pourtant, transition hôpital. En gros, je crois que la femme, on sait pas trop, mais le bébé, on pourra le sauver. Non, c'est l'inverse. Le bébé est mort. Non, le bébé, il est pas mort. Le bébé, il est mort. Ah, en français, non. T'es sérieux? Putain. En anglais, le bébé est mort et la femme a des problèmes aux reins, un souci au niveau du thorax, les jambes flinguées, un traumatisme crânien, une liste de trucs. Long comme mes pieds. Ouais. Et à la fin, ils se mettent d'accord, ils se disent, ouais, on peut la sauver. En français, ça donne quoi? Je te mets ce que j'ai noté. À l'hôpital, la femme est encore en vie et son bébé aussi, mais les diagnostics sont peu encourageants. Pour la version française, les personnages, on peut les faire revenir. Elle est sauvable? Oui, bien sûr, on a réussi à la ranimer hier soir. Et des parents? Oui, le mari. Le gosse aussi est mal en point, enfin on espère. Et c'est pour ça que ça n'avait plus de sens. Ta version en VO a plus de sens. Bah ouais, il pète les plombs là. Là, il a lâché les chevaux. Les chevaux vapeur même, je te dirais. T'es pas drôle, excuse-moi. Il devient fou là. Il devient fou à ce moment précis. Mais attention, un fou calme. Mais il est fou. Ouais, du coup, il est calme. Mais il est calme. Donc la scène d'acceptation sur le petit banc face à la mer. Et après, il prend une décision, il se lève. La folie s'empare de lui et il ouvre son coffre où il y a son cuir. Oh. Et il enfile son cuir. Sa peau de justice, quelque part. En gros, il part et il prend son joujou. Il va chercher sa grosse voiture noire que le mécanicien avait chouchouté et il se lance à la poursuite des motards. En premier lieu, il va déjà voir le garagiste avec qui il avait eu l'histoire du pneu. Moi, je me suis dit, et il a tourné, il a vu que les aigles de la route, du coup, ont laissé leur moto chez lui. Et quand il a vu ça, il s'est dit, on a des infos. Mais sauf que c'est pas comme ça que c'est raconté. C'est toi qui es obligé de faire ton rustinage dans l'histoire pour essayer de recoller les morceaux. C'est pas la première fois, du coup. C'est ce qui me fait dire que ma théorie est vraie. Hein.
Celui-là, il est complètement défoncé. Et du coup, il lui met un petit coup de pression. Il lui fait cracher les noms des gars, de qui il s'en occupe. Il lui crache 2 trucs, quoi. Il y a un camion-citerne qui va se faire siphonner par une partie du gang. Visiblement, ils attaquent avec des perches. Ouais. Ils sautent sur un camion-citerne pour le siphonner pendant qu'il roule. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on nous montre même pas, tu sais, avec le tuyau là. Tu sais, normalement, t'es censé pomper à la bouche. Eux, ils mettent le tuyau, ça coule direct. Et tout de suite, l'essence coule. Je pense qu'on va à l'essentiel. Ouais. L'essentiel. J'ai plus faim, merci. Et Mel, il attaque le groupe à moto. Il leur refait le coup, c'est son coup fétiche, c'est sa signature. Il leur fonce dessus et donc on a l'impression qu'il écrème un peu les motards, c'est-à-dire que tout le monde tombe. Et Johnny Boy tombe, lui de son côté, il s'en sort indemne. Mais on ne sait pas ce qu'il devient parce que Max, il décide de suivre les 2 derniers. Il y a Toe-Cutter et Bubba. Il retrouve Bubba sur le bord du chemin, mais c'est un petit peu étrange. Donc il y va à tâtons. Il se fait tirer dans la jambe direct. Dans la rotule. Dans la rotule. Dans Allez, le genou. Au revoir le genou. Et en fait, c'était Toe-Cutter qui l'attendait un petit peu plus loin. Avec une arme à feu maintenant. Là, c'est fini les haches. La leçon, fini, elle est les passée. haches. Elle est retenue. Bubba, il récupère sa moto. Et il roule sur le bras. Il fait un demi-tour, Bubba. C'est là où Bubba, il suit pas les ordres. C'est là où Bubba, il décide de partir un petit peu en freestyle, en mode, là, je peux prendre la décision et mettre un point final à cette histoire. Le problème, c'est que Bubba, il est pas bon quand il est en impro, parce qu'il est mieux quand il suit les ordres. Il tente un truc, Mad Max le voit venir vers lui, va se faire écraser, puisqu'on a amorcé l'idée qu'il pouvait se faire écraser, il vient de perdre un bras. Et du coup, il dégaine, il lui tire dessus. C'est là où Bubba meurt. Toe-Cutter, il est vénère comme un chat. Oui. Et du coup, il lui fait un comme ça. Et il se casse. Et oui, c'est vrai que je me souviens, on sent qu'il est hyper vénère. Par contre, oui, il est un peu fébrile sur la moto. Il est fébrile sur la moto, avec les 2 pieds comme ça. Et là-dessus, Max, il se relève, il galère. Ouais. Mais il se relève. Dans la voiture, il est vénère. Et là, il est tellement vénère qu'il y a des plans en accéléré. Mais il a une tolérance à la douleur, ce Max. Alors, il reste impassible. Chapeau. Max, une balle dans le genou, un bras en miettes. Ouais, ça va. Et puis, bon, pas le sourire parce que c'est pas le genre. Il est fou. Mais attention, il est pas fou, Joker. Il est fou calme, on a dit. Oui, c'est vrai. Et du coup, plus il est fou, plus il est calme. Ouais, il est calme. Voilà. Le poker face jusqu'au bout. Mais c'est ce qui alimente sa folie. Peut-être qu'il est tellement fou qu'il ressent plus la douleur. Le mec, il est plus avec nous, quoi. C'est fini. Je pense que le point de non-retour. Toi, t'es pas de taille. La mort de méchant la plus pourrie. C'est vrai que c'est une mort de méchant nulle. Il le colle tellement au cul que moi, c'est ce que j'ai compris. Toe-Cutter, genre, il regarde derrière, il voit pas ce qui se passe devant. Il a pas vu le camion qui arrivait en face. Il se mange le camion tout seul. Quand il se fait écraser, l'intercepteur n'est pas là. C'est-à-dire que si lui se mangeait le camion, normalement l'intercepteur aussi. Mais l'intercepteur l'a évité largement avant. Avec les gros yeux, Toe-Cutter se fait écraser. Encore un effet de montage Et dégueulasse. j'ai l'impression qu'il est plus long là, parce que le premier, moi je l'ai pas vu. Mais celui-là, il doit durer 1 seconde. Et... Est-ce que, en repassant la scène, tu as remarqué que le camion a une fausse plaque imitant sa propre façade devant? Non. J'ai pas fait attention. En fait, alors je le dis pour ceux qui ont envie de le mater, ils avaient juste assez de thunes pour payer le mec avec son camion. Donc le mec louait son camion pour transporter, puis on lui dit on va faire un accident. Il fait oui, mais vous avez juste loué le camion, vous n'avez pas loué les dégâts que ça allait coûter et les réparations. Et qu'à cela ne tienne, ils ont mis un châssis. Il y a un plan latéral où on voit le châssis qui est collé par-dessus, et ils ont peint relativement grossièrement la même façade du camion, et pour pouvoir encaisser le choc, que le mec soit pas en galère avec son camion pété après. Et tu vois les images, c'est très drôle parce que c'est vraiment ridicule. En fait, tu vois la scène, tu te dis « Ah ouh !» Mais sauf que la scène, toi tu regardes le mec qui est en train de se faire rouler dessus, qui passe sous le camion, donc tu fais pas gaffe. Et dès que tu regardes ailleurs, tu te rends compte du subterfuge. C'est super drôle. Attention, ton bon cœur te perdra. Il reste une dernière vengeance parce qu'on n'a pas encore vengé Goose. Max, il est là, il est sérieux, il transpire, il a mal. Il continue à conduire avec son joujou pour évacuer. Manque de chance pour Johnny Boy. Pour Johnny Boy, ouais. Il était là et Max passait par là. Voilà. Et Max, du coup, il en a gros. En fait, il est en train de dépouiller, un cadavre ou un mec mort qui a eu un accident. Il est en train de récupérer de quoi ses bottes, je crois, ou un truc comme ça. Max, il est vénère. Et Johnny Boy, il comprend pas. Parce qu'au début, il pense qu'il est encore en train de parler à un flic. Ouais. Et en fait, non. Il voit que le mec a plus de limite. Tu vas pas me faire mal, hein? Il lui donne des menottes.
et il lui dit attache-toi la menotte sur ta cheville. Et après, il le traîne, toujours avec une balle dans le genou et un bras en miettes. Ouais, mais il le fait avec son bras valide, donc ça va. Il le traîne et il le menotte à la carcasse de la voiture. Yep. Il trifouille la voiture pour faire une explosion, je crois. Il prend son briquet, il le pose quelque part. Là où va s'accumuler de l'essence, en fait. Voilà, et pour que ensuite derrière, ça génère une explosion. Mais pas immédiatement. Non. Le temps que lui se barre et surtout le temps de poser une espèce de petit coup de pression, un petit ultimatum. C'est à ce moment-là que Johnny Boy lui dit « Non mais moi je suis un fou !» Ça ramène un peu ta théorie. C'est que là, Max, il est plus fou que fou. Eh oui. Et donc du coup, là, il est plus fou que les fous, mais c'est seulement à ce moment-là qu'il peut les choper. Exactement. Il lui tend la scie en lui disant « T'auras pas 5 minutes pour couper le métal avec cette scie. Par contre, en 3 minutes, tu dois pouvoir couper ta cheville. » On est d'accord que cet effet marche hyper bien. Ouais. Dans Saw 1, c'est un clin d'œil direct à Mad Max, cette scène-là. Ouais. Il remonte. Clopin, il remonte dans sa voiture. Dans son Interceptor. Et on a un plan où on le voit lui au volant. Et derrière, on voit l'horizon avec l'explosion. Et donc, on se doute que Johnny Boy n'a pas pu se sauver. Je pense qu'il a tenté ni les 5 minutes, ni les 3 minutes. Non, Je pense qu'il a chialé, puis mort. Donc, mais en plus, il aurait même pas gagné. Il a pas joué, il savait qu'il gagnerait. Non, c'était foutu. Il a trouvé plus fou que lui. T'as pas le droit de faire ça! Et voilà, c'est la fin. C'est la fin, générique. Générique. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette œuvre qui est censée marquer le début du post-apo, mais en vrai pas tellement? Le délire post-apo, enfin, du coup, à notre époque, nous on le devine, mais en soi, la seule chose qu'il y a en commun avec le délire post-apo qu'on connaît maintenant, c'est que tout est vide. En soi, tu regardes les paysages, c'est les mêmes paysages qu'aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas eu de catastrophe. Moi, je trouve que c'est un bon premier film. Quand tu connais les conditions et les circonstances, ouais, franchement, c'est un bon film. Il y a des bons trucs, même quand tu le vois, l'histoire va pas forcément t'emporter, on sait qu'il y a des trucs un petit peu légers, mais ça reste un bon film vite teuf. De l'époque, faut le remettre aussi dans son contexte, effectivement. Maintenant, quand on rentre dans le détail, on apprend que... Non, mais... moi je trouve que ça adoucit presque l'amertume de certaines choses qui passent pas. Il a justifié le fait que c'était du post-apo parce qu'il a dû tourner dans des endroits abandonnés. En fait, la ferme, on voit très peu l'intérieur parce que c'était une ferme abandonnée. Mis à part la maison où il habite avec sa femme, le reste c'est beaucoup de courses-poursuites, beaucoup d'extérieur, très peu d'intérieur, et le peu de décors en dur qu'il avait, c'était la plupart du temps des trucs abandonnés. Du coup, quand il a vu un petit peu l'esthétique de tout ça, et puis qu'en plus il avait préparé en faisant des motherfucking policiers, du coup il s'est dit avec mes mecs en cuir et mon univers désertique et tout le décor en lambeaux, on va dire que c'est du post-apocalyptique et ça passera mieux. Mais c'est le début d'une idée, en fait, c'est le début d'une justification, mais le fait est que c'est le début d'une idée aussi. C'est pas vraiment lui qui a posé les bases, c'est plutôt le 2. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu avais en tête? Il y avait une petite odeur de déception. Ça pue la déception, oui. Ouais. Bah parce que Mad Max, c'est... Tu dis Mad Max, tu penses tout de suite sable, diesel et cuir. Après, je savais que c'était beaucoup moins porté là-dessus. Maintenant, je sais que c'est à cause du budget, tu vois. Revenons sur Mel, il avait 21 ou 22 ans à l'époque. Ouais. Il a été casté le lendemain d'une bataille dans un bar. Super drôle. Avec la gueule bien défoncée. On lui a dit, moi j'avais appris ça, on lui a dit reviens plus tard parce qu'on a envie d'avoir des gueules sur ce tournage. Il est venu en plus avec le mec qui joue Goose, qui est un ami d'enfance, un ami d'école. Et Goose, il a été pris à ce moment-là a priori. Ils lui ont dit bon Mel, reviens, ça peut nous intéresser. Et quand il est revenu, il était trop beau gosse, ils l'ont pas reconnu, ils se sont dit bah non, on voulait une gueule cassée, mais non, vas-y, reste. Et en fait, ils l'ont pris pour... il pensait même pas avoir le rôle titre. C'était son deuxième film. Ouais. Du coup, tu sens qu'il sait faire des choses, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre, quoi. Ça faisait bizarre de le voir jeune déjà. Et je trouve qu'il a un visage de poulbeau, son jeu est pas ouf, il est content, il est vénère, il est fou. Et il est fou, c'est quasi placide, quoi. C'est les yeux hébétés, voilà. Et il a 3 modes. Oui, il fait bien le fou calme. Un petit peu le seul représentant de sa catégorie aussi. Mais, ouais, après, il a un style... il a pas plusieurs cordes à son arc, ça c'est sûr. Non, mais, pas à cette époque-là.
Ouais, et puis il aime bien les fous, hein, l'arme fatale, tout ça. Ouais, mais c'est pas vraiment le fou pour moi. Enfin, tu peux prendre n'importe quel personnage de western et dire Crazy, je sais pas quoi, Crazy Joe, Crazy machin. Sauf John que. Wick. Ouais, mais oui. Mais Mad John Max, Wick. c'est John Wick. Bah oui, Ouais, c'est John ouais. Wick en fait. Ouais, ouais. C'est juste qu'on a mis un focus sur sa folie. En fait, c'est un film de genre et il reprend clairement tous les poncifs du genre. Il le fait pas mal. Je trouve qu'il le fait plutôt bien. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que justement, son destrier est une voiture. La panoplie aussi des fringues du cow-boy qui sont là transposées en espèce d'uniforme cuir de la police. En fait, je comprends l'idée. Je trouve ça bizarre d'avoir tout transposé et que tous les flics soient en cuir, etc. Ouais. Je trouve ça un petit peu étrange, tu vois. Mais je comprends l'idée de base. Ça apporte et je comprends un la univers, volonté. ça apporte un univers, une ambiance. Mais pour moi, c'est pas lui qui a encore posé le genre, de toute façon. Ouais, totalement. Et puis quand tu connais un peu l'histoire du film, tu l'excuses, quoi. Tu lui donnerais quelle note? Oh, sur combien? 10? Combien de V8? Oh, moi, je lui donnerais un petit V4. Un petit V4, ouais. Sur une échelle de V8, tu mets combien de... La moyenne. Un 4V. Ouais, un 4V. Moi, je serais gentil, je vais 4,5, 5V. Ah ouais? Mais pour l'effort. Ouais. J'ai envie de noter l'effort. Moi, pour la prouesse, vu le manque de moyens. En fait, j'aime beaucoup les premiers réalisateurs qui tentent. J'aime beaucoup les films, les premiers films. Quand tu connais un peu le cinéma et le cinéma de genre, tu le remets dans son contexte, tu te dis c'est un miracle qu'il soit à ce point pas raté. Pas trop raté. Ouais. Donc, mais c'est le fossoyeur de film qui disait tout le temps déjà, pour qu'un film aboutisse, c'est déjà un miracle. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que tu connais son vrai nom? Au réalisateur? Ouais. Bah, j'ai dû le lire, mais après, j'ai pas... Alors, il s'appelle, c'est George Miller, de son vrai nom, Yorgos Miliotis, parce qu'il a des origines grecques. C'est grec. Il a des origines grecques par son père, mais il est né en Australie le 3 mars 1945, donc il a 74 ans. Le pépère, c'est pas mal, hein? Mais non, pas encore mort, et toujours vert, on aura l'occasion d'en reparler. Donc il a fait des études de médecine, et c'est en 1971, 7 mois avant de devenir médecin, qu'il a rencontré son compère, qui s'appelle Byron Kennedy. L'été 71, ils ont fait un stage d'1 mois de cinoche, et les deux se sont dit, c'est ça qu'on veut faire. Et du coup, il a plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, laissé tomber ses études de médecine avant d'avoir son diplôme. Ils font 2 courts-métrages. Ouais. Donc le premier s'appelle Violence in the Cinema, partie 1, et j'ai pas su s'il y avait eu une partie 2, a priori non. C'est toujours un travail à finir, ça. Ouais. Et puis Saint Vincent's Review Film, je sais pas ce que c'est. Mais a priori les deux ont récolté des prix, donc il s'est fait un petit peu remarquer en 71 à l'époque. En 78 il est pris, ça veut dire qu'entre 71 et 78 il a fallu bouffer, donc on sait pas trop ce qu'il a fait, peut-être il a continué à bosser de ci de là dans la médecine. Bah c'est pas là où mais a priori il est pas médecin. Il a bossé genre un truc d'ambulancier ou je sais pas quoi. Alors ça va être et un petit peu après. Kennedy conduisait et lui... Oui, ça va être juste après, c'était pour la préparation de Mad Max. En 78, il est assistant réalisateur, donc c'est un vrai taf dans le cinoche. Assistant réal sur un film d'Esben Storm qui s'appelle In Search of Anna. Et donc en 79, il commence Mad Max qu'il a écrit avec son pote Byron. Et c'est là où il se retrouve à travailler en partie. Lui, il fait des radiographies aux urgences et son pote Byron, en gros, il fait l'ambulancier. L'histoire est inspirée des personnes qu'il a soignées à l'hôpital quand il était encore médecin et surtout de tous les accidentés de la route. Peut-être que ça l'a motivé à la base, le fait de voir des gens mutilés, etc. Ça l'a mis sur la piste. D'ailleurs, une des versions initiales du scénario impliquait que c'était pas un flic, mais un médecin urgentiste. Ouais. Au Québec, il s'appelle Bolly Durland. Ça m'a fait marrer quand je l'ai vu. Ça aussi, j'étais mort de rire. Et il faut savoir que le film est doublé en anglais aux États-Unis. Ça m'a fait marrer aussi. Parce qu'en fait, les Australiens, ils ont un accent tellement à couper au couteau que pour le public américain, eux, ils sont pas capables de faire l'effort, visiblement. Et cela dit, nous, on a bien des films québécois sous-titrés, donc je pense que c'est le même décalage culturel. Bon, après, ils ont leur propre vocabulaire, leur propre jargon, du coup... Tu parles des Australiens ou tu parles des Québécois? Alors en 81, il fait Mad Max 2, toujours avec son pote Byron Kennedy. Et en 82, malheureusement, Byron Kennedy meurt dans un accident d'hélicoptère. Je pense que 82, c'est le début d'une période de remise en question qui va durer un petit peu. Après la perte de son pote, en fait. En 83, il commence à produire pour la télévision australienne. En 83 aussi, il est invité
par Steven Spielberg, parce que Steven Spielberg le remarque, il le fait participer au film La 4ème dimension. C'est un film à sketch, avec, je crois qu'il y a Robert Zemeckis et Joe Dante, plus lui, qui réalise des segments. Il y en a un 4ème, je me souviens plus qui c'est, j'ai oublié de regarder. Et c'est là, en fait, entre la période 82-85, que, semblerait-il, il décide de s'installer à Hollywood. Et c'est là aussi où il s'organise pour finir sa trilogie. Il décide de le co-réaliser avec George Ogilvy, je sais pas, mais c'est un mec avec qui il avait travaillé justement pour la télévision australienne. Donc il reste, il a bossé avec des gars, il aime bien les reprendre pour rester en territoire de confiance un petit peu, depuis qu'il a perdu son pote. Moi j'ai senti ça un petit peu dans sa filmo. Et du coup il a proposé à un autre ami à lui, Doug Mitchell, de remplacer Byron Kennedy à la production. Et d'ailleurs quelques années plus tard, c'est son frère, Bill Miller, qui va remplacer Doug Mitchell. Donc à chaque fois, c'est des potes, c'est de la famille, on reste toujours, il aime bien rester et travailler dans cette espèce de petit univers à lui. Donc en 85, il tourne deux choses. Il tourne Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, avec co-réalisé avec George Ogilvy. Il réalise aussi le clip de Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Ah ouais? Ben en fait, c'est la chanson du film, parce que Tina Turner joue dans le film, elle joue un personnage, elle a fait... Dans le 3? Dans le 3, mais on en parlera. J'ai jamais vu le 3. On en parlera. Ok. Mais elle joue dans le 3. Elle chantait encore, je crois qu'elle chante toujours d'ailleurs, mais elle fait plus de nouveaux titres, de nouveaux albums. Mais par contre, elle avait, c'était son titre du moment à l'époque, et c'est Miller qui lui a réalisé son clip. Voilà, parce qu'ils se sont bien entendus. Et en fait, à ce moment-là, on peut faire un petit focus déjà. On est à Mad Max 3. Jusqu'en 2015, on n'avait pas eu d'autres Mad Max, donc ça s'est tué pendant 30 ans. Et Mad Max, en fait, c'est seulement 6 ans de la vie de George. À partir de là, en fait, j'ai l'impression qu'en 85, il avait décidé de pousser, il a un peu traîné la jambe pour finir sa trilogie Mad Max. C'est peut-être aussi pour ça que le 3 a un ton un petit peu différent du reste. Et à partir de là, il va rester du coup à Hollywood, mais il va un peu faire le mercenaire. Parce qu'il va faire Les Sorcières d'Eastwick, il va mettre 5 ans? Non, 2 ans, pardon. 2 ans pour faire Les Sorcières d'Eastwick. Il sera pas scénariste, il sera que réalisateur, alors que tous les autres, ils l'étaient. 5 ans encore plus tard, en 92, il va faire Lorenzo, qui va réaliser et scénariser. Il revient en 95 avec Babe, sauf qu'il le produit seulement et il le scénarise. Il le réalise pas, il confie ça à Chris Noonan. Babe 2 en 98. Là, par contre, on sent qu'il y avait la frustration d'avoir créé un truc sympa et de pas avoir pu suffisamment jouer avec. Il a recréé tout seul une licence et je pense que Babe 2, il s'est dit « Ah merde, je vais le réaliser parce que j'ai envie vraiment de m'amuser avec tout ça ». Mais je pense que Miller, il aime bien le film de genre, quel que soit le genre. Parce que pour lui, c'est un prétexte à raconter des histoires. Il s'arrête là quelques années, il revient, il refait la même, avec Happy Feet. Le gars, il recrée un univers qui est encore un univers pour enfants, mais en mode comédie musicale. Et du coup, là, pareil, il repose un truc. Happy Feet à son époque, ça aussi, ça a été marquant, les gens s'en sont souvenus, mais pareil. Il tente un premier one-shot, il confirme avec un deuxième, quelques produits dérivés, c'est bon. Il a juste besoin de confiance. Il le tente avec Babe, il confirme l'essai, passons à autre chose. J'ai pas envie de m'apesantir, faire Babe 3, Babe 4, Babe sur la Lune, on a marché sur Babe, c'est pas ce qui l'intéresse. Direct, il passe sur un nouveau challenge. Il met du temps, mais à chaque fois, il revient, il se re-challenge, il repart sur un nouveau truc, et après Happy Feet 2, petit break, hein. Enfin, petit break. En vrai, pas vraiment. 3 ans, non? Non, petit break, mais en vrai, pas vraiment, parce que Mad Max Fury Road, sorti en 2015, en vrai, le tournage a commencé en 2012. Ah oui, ouais. Donc, peut-être même pendant qu'il était en train de faire la promo de Happy Feet 2, il était déjà en train de bosser sur son nouveau projet. À Mad Max Fury Road, on a aussi l'occasion d'en reparler. Peut-être un petit point sur la vie de famille. Il a épousé une comédienne australienne avec qui il a eu une fille. C'est peut-être ça qui a fait qu'il n'est pas parti tout de suite à Hollywood. Petit détail qui peut avoir son importance. Quand il s'est remarié avec une monteuse qui est sa monteuse depuis au moins ses 3 derniers films, peut-être avant aussi. Ok. Donc c'est encore un signe qu'il aime bien travailler avec des gens proches de lui. Ouais. Ou alors il aime épouser des gens avec qui il travaille, je sais pas. Moi je trouve que c'est un mec qui fait ce qu'il aime, qui aime ce qu'il fait, et en plus il aime bien le faire avec des amis proches. Eh ben, c'est là-dessus qu'on vous laisse. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Voilà. On se retrouve du coup pour le prochain épisode. Un prochain épisode sur Mad Max 2. Du coup, forcément, on va les faire chronologiquement. Voilà. Alors, belle saga. Il y a un petit problème avec Mad Max. On va en parler dans le prochain épisode. Et là, ça fait un petit teaser. Là, ça j'aime bien. Là, il y a moins d'arbres, plus de sable. J'en ai trop dit. On vous laisse là-dessus. Oups. Merci à vous et au revoir. Tchuss.